Avril 2007, la police retrouve le corps d'un homme dans une décharge sauvage à quelques kilomètres de la Croisette. En arrivant sur les lieux, les enquêteurs tombent sur un cadavre en décomposition à moitié dévoré. Il n'y a plus les mains, il n'y a plus les pieds. Probablement des petits animaux ont fait leur œuvre. Qui plus est, ce corps humain, c'est celui d'un aristocrate. Mais quelle est l'identité de ce corps ? C'est le cadavre d'une très haute personnalité de la jet-set, un aristocrate anglais richissime, membre de la Chambre des Lords et proche du prince Charles. Un lord qui pourtant menait une vie dissolue. Dépendant à l'alcool, il écumait les bars à hôtesses, recherchant désespérément l'amour. Il cherchait désespérément quelqu'un qui lui dit tu es un type intéressant, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de bien, et pas seulement l'argent et le titre. Et pour ça, il s'y prenait de la pire façon. Le lord n'aurait-il pas fait une mauvaise rencontre au cours de ses virées nocturnes ? Quand il disparaît, il est marié à une très jolie femme prénommée Jamila. Étrangement, celle-ci ne déclare pas la disparition à la police. Il dit qu'il a l'habitude de fuguer avec des hôtesses de bar, avec d'autres femmes, donc il va revenir. Sauf que le lord ne reviendra jamais. Mais alors, qu'est-il arrivé à Lord Shaftesbury ? Pourquoi son corps a-t-il échoué dans une décharge sauvage ? Enquête sur les rivages scintillants et sombres de la Riviera. Enquête sur un roman noir dans les coulisses d'une aristocratie en perdition. Une puissante voiture roule à toute allure sous un soleil de plomb à quelques kilomètres de Cannes sur une route sinueuse. Le conducteur est nerveux. Et il y a de quoi. Dans son coffre gît un cadavre. Le véhicule s'arrête précipitamment aux abords d'une décharge sauvage, à l'abri des regards. Le conducteur descend et sort péniblement le cadavre du coffre de la voiture. Il le traîne à quelques mètres de là et le jette au milieu des ronces. Le mystérieux conducteur repart vers Cannes, laissant ce corps à l'abandon. Sept mois plus tard, la police découvre ce corps, le corps d'un homme en décomposition avancée. Le corps est dégradé, il n'y a plus les mains, il n'y a plus les pieds. Probablement des petits animaux ont fait leur œuvre. On va pouvoir travailler sur ce corps, on va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Travailler sur un corps, ça veut dire lui donner une identité et comprendre les circonstances de sa mort. Très vite, les scientifiques de l'Institut médico-légal de Nice déterminent un premier élément. L'homme a été assassiné. Il y a 2 fractures au niveau du larynx, au niveau de la gorge. Et pour les médecins experts, ça évoque sans ambiguïté un étranglement ou une strangulation. Les conclusions des analyses ADN arrivent alors au commissariat de Nice. Elles révèlent l'identité du défunt. Il s'agit d'Anthony Ashley Cooper, un Anglais déclaré disparu par sa famille 7 mois plus tôt. Et Anthony Ashley Cooper n'est pas n'importe qui. Sur la côte d'Azur de Cannes à Menton, on l'appelle par un nom beaucoup plus prestigieux, Lord Ashley Anthony Shaftesbury. Pour les policiers, l'affaire devient sensible. C'est à la fois choquant parce qu'on a un corps humain dans une décharge sauvage. Qui plus est, ce corps humain, c'est celui d'un aristocrate. La police est sur les dents. Alors, qui est ce mystérieux conducteur qui a abandonné ce corps ? Qu'est-il arrivé à cet aristocrate ? Mais surtout, qui est ce lord anglais et que faisait-il à Cannes ? Installé à Cannes depuis seulement 2 ans, Anthony Ashley Cooper, plus connu sous le nom prestigieux de Lord Shaftesbury, est une haute figure de l'aristocratie anglaise. Il était venu s'installer sur les rives huppées de la Riviera par amour, mais son pays natal était l'Angleterre. Et pas n'importe laquelle. On le voit ici en compagnie du prince Charles. Membre de la Chambre des Lords, il possédait de nombreuses villas et châteaux, comme cette propriété de plus de 300 chambres en Irlande. Le lord était à la tête d'une fortune colossale.
Tragique destinée donc pour cet homme qui menait la grande vie. Dès son enfance, il est élevé dans la grande tradition de l'aristocratie anglaise. Il étudie à Eton College puis à Oxford, les plus prestigieux pensionnats d'Angleterre. Mais sa vie d'adulte n'est pas celle d'un lord traditionnel. Très vite, il mène une vie décalée et fait 2 mariages ratés. En 1999, un événement tragique marque sa vie à jamais. Le lord perd sa mère, une mère qu'il aimait par-dessus tout. Ça a été un grand choc pour lui. Et après, il est un peu parti en fantaisie, en exagération, avec des compagnes diverses et variées, une vie dissolue. En mal d'amour et d'affection, le lord devient alors un gentleman cavaleur à la dérive. Sa solitude l'amène à fréquenter des bars à hôtesses où il rencontre plus souvent des escort girls de bas étage que des femmes du monde. Il paraît que les hôtesses dans ces bars-là où il allait, les 2 bars, l'adoraient parce qu'il arrivait, il payait le champagne. Et il se sentait, je crois, très seul. Il avait surtout besoin d'être admiré pour lui-même. Il cherchait désespérément quelqu'un qui lui dise tu es un type intéressant, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de bien, et pas seulement l'argent et le titre. Et pour ça, il s'y prenait de la pire façon. Il est en réalité en déshérence affective et c'est une proie relativement facile dans ce monde glauque de la nuit. Pourtant, depuis quelque temps, le lord ne vit plus seul. À presque 63 ans, il a rencontré l'amour et envisage de se marier pour la 3e fois. Il m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, elle est très bien, tu vas voir, tu vas la rencontrer, tout ça. Elle s'appelle Nicole. Et puis après, il me dit, au fond, non, je te l'ai dit à toi, mais elle s'appelle Jamila, en fait. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Jamila a alors 41 ans. 2 mois après leur rencontre, ils se marient dans l'intimité le 5 novembre 2002. C'est 2 ans plus tard, jour pour jour, le 5 novembre 2004, que le lord disparaît à Cannes. Mais étrangement, Jamila ne signale pas cette disparition à la police. On va déterminer que la dernière personne qu'il a vue vivant, eh bien, c'est son épouse. Et là, on va bien sûr entendre Jamila. Le lord disparaît, elle dit qu'elle ne s'inquiète pas véritablement. Elle dit il a l'habitude de fuguer avec des hôtesses de bar, avec d'autres femmes, donc il va revenir. Il peut s'en aller comme ça 1 semaine ou 2, mais il va revenir. Qui est cette femme qui partage la vie tourmentée du lord? Chevelure blonde, corps de rêve, regard de feu, Jamila a toutes les apparences d'une femme fatale, à qui la vie sourit. Si quand le lord la rencontre, Jamila est une femme accomplie, son parcours n'a pourtant pas toujours été facile. Issue d'une famille à problème, Jamila vit une enfance difficile aux côtés d'un père alcoolique. Le père était extrêmement violent, a estropié à vie une des sœurs, a rendu à peu près inapte un frère en lui cognant la tête. C'est quelque chose d'assez terrifiant. Alors elle s'enfuit de Tunisie et vient s'installer en France. Très vite, la jolie jeune femme comprend qu'elle peut utiliser ses charmes à bon escient. En 1993, elle pose en couverture d'un célèbre magazine masculin. Puis, à 28 ans, elle épouse un richissime businessman hollandais dont elle a 2 enfants. Mais la belle divorce, quitte le foyer et devient alors escort girl. C'est de son corps, de son apparence qu'elle vit. Elle n'a jamais travaillé à proprement parler. Elle a toujours vécu luxueusement et c'est parce que sa beauté lui a permis de le faire. Jamila a toujours dit, moi, je n'ai jamais été une escort girl. J'ai beaucoup d'aventures avec des hommes riches et célèbres, mais je ne suis pas une escort girl. J'ai des liaisons. Elle parle de célébrités dans le showbiz, de célébrités dans le monde sportif aussi, entre autres. Et les puissants de ce monde, je dirais, sur le plan financier aussi. Au tableau de chasse de Jamila, il y aurait des tennismen, des footballeurs et puis aussi des stars du tout Hollywood. Des rencontres prestigieuses donc, mais sans lendemain. C'est juste une beauté qui peut se monnayer. Voilà, c'est pourquoi on pourrait parler de plan de carrière. Un plan de carrière qui va connaître un rebondissement incroyable. Nous sommes en 2002. C'est la nuit, il est tard.
le Lord passe un coup de fil à son agence favorite d'escorte. Il demande à prendre rendez-vous avec une certaine Sophie, indisponible ce soir-là. Le Lord insiste, la patronne lui propose une remplaçante, une dénommée Sarah, pour la nuit. Il accepte. À l'état civil, Sarah s'appelle Jamila. Le Lord a alors 64 ans, Jamila 41. Très vite, ce rendez-vous d'un soir entre la femme fatale et le gentleman cavaleur va devenir une histoire d'amour. Le Lord s'éprend de celle qu'il appelle désormais ma petite gitane. Jamila, de son côté, a des rêves de Cendrillon avec ce Lord anglais qui lui fait de somptueux cadeaux. Elle a tout de suite compris à qui elle avait affaire. Et à partir du moment où elle a mis ses griffes dedans, c'était fini. Elle ne lâchait plus. Elle a compris qu'elle pouvait vraiment en tirer beaucoup, quoi. Avec le Lord, il n'y a plus du tout de limite dans les dépenses. Il est capable de signer un chèque de 30 000 € cash tranquillement. Tu veux un moulin, ma chérie, je t'achète un moulin, et ainsi de suite. Le Lord décide en effet d'offrir à Jamila un moulin dans le Gers dont il veut se séparer. Frances, sa sœur, se souvient de cette transaction chez le notaire. Elle était surexcitée. On sentait que les yeux brillaient, qu'elle était... ça y est, ça commençait. Et là, j'ai eu peur. Mais j'ai eu peur parce que j'ai vu que c'était l'appât du gain, bête et comme une petite fille dans un bracelet doré. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'ai eu un drôle de sentiment. Jamila annonce alors à Anthony qu'elle est enceinte. Lui rêve d'avoir une petite fille. Il décide alors de l'épouser. En novembre 2002, le couple se marie en Hollande. Jamila Mbarek devient alors comtesse de Shaftesbury. Pour elle, le contrat de mariage est un véritable jackpot. Devenue l'épouse du Lord, elle bénéficie d'une rente de 7 500 € par mois, d'un 4x4 et d'une propriété d'exception en Irlande. Mais bientôt, Jamila convainc le Lord d'aller s'installer au soleil, à Cannes. Il achète alors un appartement duplex à 600 000 € dans la villa Les Mimosas pour abriter l'idylle avec sa comtesse aux pieds nus. Pendant 6 mois, le couple est heureux, mais très vite, l'histoire bat de l'aile. Jamila annonce au Lord qu'elle a fait une fausse couche et qu'ils n'auront jamais d'enfant. Pour le Lord, c'est la désillusion. Le rêve de construire une famille s'écroule. Il doit rapidement, me semble-t-il, se rendre compte qu'elle est là pour son argent. Le dérapage s'est produit parce que le Lord voulait de l'amour, lui. Il n'a pas transigé avec ça. Il voulait être aimé, il ne l'était pas, il était le voir ailleurs. Il se met alors à fréquenter les bars à hôtesses des bas-fonds de Cannes, bars sordides aux lumières rose pâle. Les escort girls le voient chaque jour ou presque, très souvent ivre. C'est alors qu'un soir, Anthony fait une nouvelle rencontre. Il tombe sur Nadia, une Marocaine, hôtesse de passage, qui vient au club pour arrondir ses fins de mois. Il en tombe amoureux. Nadia, à son tour, lui promet un enfant. Il annonce alors à Jamila qu'il veut divorcer. Pour Jamila, c'est un rêve de princesse qui s'écroule. Le carrosse promet de devenir citrouille. C'est elle qui s'autorise à quitter les hommes, elle ne veut pas que ce soit l'inverse. Là, c'est quelque chose de l'ordre de l'intolérable. Ce n'est pas une question d'amour, hein. C'est une question, on pourrait dire, d'amour-propre. Jamila se sent bafouée par ce projet de divorce et craint de perdre tous ses droits sur la fortune du Lord. Grand prince, le Lord lui propose alors un divorce à l'amiable, une rente de 7 000 € par mois et un dédommagement de 400 000 €. Jamila se retrouvait déjà propriétaire de l'appartement de Cannes, qui avait quand même une certaine valeur. Elle se retrouvait propriétaire du moulin du Gers, qui avait une certaine valeur. Et si en plus elle prenait 400 000 €, il y avait de quoi vivre. Certes, pas au même rythme que lorsqu'elle était Madame Ashley Cooper, mais elle pouvait quand même vivre convenablement. Je pense qu'on ne peut pas contester qu'elle avait de quoi vivre. Et puis, il faut compter sur Jamila pour refaire sa vie. C'est dans ce contexte houleux que le Lord disparaît. Le 4 novembre, il rentre d'un voyage en Angleterre et passe la nuit au Noga Hilton, un 4 étoiles sur la Croisette. C'est le lendemain qu'il quitte l'établissement aux alentours de 12h30.
c'est la dernière fois qu'il donnera signe de vie. Pour le commissaire Brunache, la question est entière. Qu'a-t-il bien pu arriver au Lord? Au départ, tout est envisagé concernant ce personnage atypique. Donc, un geste désespéré parce qu'il était déprimé, une mauvaise rencontre, ou le projet de divorce. Tout était ouvert à ce moment-là. D'emblée, la piste la plus intéressante est la femme du Lord, Jamila. Elle est la dernière personne à avoir vu le Lord vivant le 5 novembre 2004. Car en sortant de l'hôtel, c'est chez elle que le Lord se rend. Mais à l'époque, le témoignage de la jeune femme étonne la police. Elle va dire qu'il est arrivé dans un état lamentable, fortement alcoolisé, mais également couvert d'urine et d'excréments. Évidemment, on va se poser un certain nombre de questions parce que la description qu'elle fait de son mari est sans commune mesure avec la réalité. Renseignement pris, le comte sortait d'un palace cannois et à aucun moment le serveur, entre autres, ne fait une telle description. Les enquêteurs n'ont pas de doute. Jamila est bel et bien suspecte. Mais ils n'ont rien contre elle, rien de concret, jusqu'à ce qu'un événement bouleverse toute l'enquête. Alors pourquoi Jamila a-t-elle fait cet étrange témoignage? Et que s'est-il réellement passé ce 5 novembre 2004 à Cannes? Où est passé Lord Shaftesbury? Alors que le Lord reste introuvable, Jamila, elle, part rejoindre son frère Mohamed en Allemagne. Elle consulte là-bas plusieurs psychiatres, puis revient sur la Riviera. Atteinte de dépression, elle est alors internée à l'hôpital psychiatrique de Cannes. Mais la police n'abandonne pas sa piste. Depuis quelques semaines, le téléphone de la belle est sur écoute. Et cette surveillance n'a pas donné grand-chose pendant plus de 3 mois, jusqu'à la fin février 2005, où là, on va capter une conversation qui va constituer, je dirais, le tournant de l'enquête. Elle va me téléphoner, et la manière... Bon, elle dit, il faut que je vous voie, c'est important, etc. Elle va me passer sa sœur, et sa sœur, les propos qu'elle va me tenir me font penser à ce moment-là qu'elle sait ce qui est arrivé au Lord, et qu'elle sait qu'il n'a pas purement et simplement disparu ni fugué. Stupéfaction. La police décide alors de réinterroger Jamila et de la confronter à cet enregistrement. On comprend qu'elle est mal dans sa peau, elle a quelque chose qui l'obsède et elle aurait besoin de se libérer. Là, elle nous dit, écoutez, ce que je vous avais dit au départ, c'est pas vrai. Je sais ce qui lui est arrivé, il est mort. Voici donc ce que Jamila raconte à la police. Il est midi quand le Lord arrive à la résidence Les Mimosas. Mais Jamila n'est pas seule dans l'appartement. Elle est avec son frère Mohamed, dont elle est très proche et qu'elle accueille régulièrement sur la Côte d'Azur. Les deux hommes sont ivres et entament une conversation animée. Très vite, le ton monte entre eux et une dispute éclate. Lors de cette bagarre d'ivrogne, Mohamed jette le Lord à terre, puis, dans un accès de rage, l'étrangle. Jamila, impuissante, assiste à la scène. Le Lord est décédé, son frère va faire disparaître le corps. C'est la première déposition, c'est ça. Coup de théâtre, le Lord anglais est mort. Et Jamila révèle l'identité du meurtrier, son propre frère. Un nouveau personnage entre donc dans l'histoire, Mohamed Mbarek. Mais qui est ce personnage mystérieux? Qui est Mohamed Mbarek? Né 3 ans après Jamila, Mohamed a toujours été sur les traces de sa sœur. Bel homme, lui aussi a souvent joué de ses charmes pour vivre. Mais contrairement à Jamila qui réussit à s'assurer une vie luxueuse, Mohamed, lui, est couvert de dettes. C'est Jamila qui, depuis des années, le soutient financièrement et l'accueille souvent chez elle. Après la déposition de Jamila, la police cherche donc à interroger Mohamed. Mais celui-ci nie toute implication. Mohamed va dire, mais écoutez, moi je ne comprends absolument pas ce que dit ma sœur, elle est folle. D'ailleurs, elle a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, elle est folle, je ne comprends pas pourquoi elle m'accuse, parce que de toute façon, j'étais pas à Cannes. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas moi. La meilleure preuve, c'est que j'ai des témoins qui peuvent attester de ma présence en Allemagne, à ce moment-là, le jeudi, le vendredi. Immédiatement, les enquêteurs vérifient l'alibi de Mohamed et confirment sa déposition. Le jeudi 4, un billet d'avion à son nom prouve qu'il atterrissait à Munich. Un document bancaire atteste qu'il a déposé de l'argent dans son agence. En aucun cas, Mohamed ne pouvait donc être à Cannes au moment des faits. Les policiers sont désarçonnés. L'enquête piétine.
Mais alors, si l'alibi de Mohamed est viable, qu'a-t-il bien pu se passer? Qui a tué le Lord? Bientôt, un nouveau rebondissement fait avancer l'enquête. La police trouve une brèche dans le témoignage de Mohamed. Une brèche qui se révèle très vite être un gouffre pour l'alibi des enfants Mbarek. On va vérifier point par point tout ce que Mohamed a dit. Et tout ce que Mohamed a dit, on va le démonter. Parce que tout est faux. Il a forgé son alibi. D'abord, il rentre officiellement en avion, il récupère sa voiture, ensuite il va à sa banque, donc il assoit vraiment sa présence en Allemagne. Mais ensuite, il va prendre la voiture et il va repartir tout de suite à Cannes. L'alibi de Mohamed vole donc en éclats. L'étau se resserre autour de lui. À son tour, il craque et passe aux aveux. Mohamed confesse. Oui, dans la nuit du 4 au 5 novembre, il revient à toute allure vers Cannes. Oui, il a tué le Lord accidentellement, comme l'avait dit Jamila. Oui, il s'est débarrassé tout seul du corps sans l'aide de sa sœur. Stupéfaction. Jamila n'avait donc pas menti. Le témoignage de Mohamed laisse pourtant planer des zones d'ombre. Les policiers restent en effet sceptiques quant à la version de la mort par accident décrite par les enfants Mbarek. Pour eux, le meurtre était prémédité. Pour eux, il s'agit sans nul doute d'un assassinat. Pourquoi Mohamed a-t-il conduit toute la nuit pour retrouver sa sœur le jour de la mort du Lord? Le Lord est-il mort accidentellement ou a-t-il été tué avec préméditation? Qui tire vraiment les ficelles de ce scénario macabre? Pour confirmer leurs soupçons, les policiers décident d'organiser une reconstitution à la décharge sauvage de Théoul-sur-Mer. Il s'agissait de déterminer si oui ou non Mohamed avait agi seul ou si s'était fait aider, si s'était fait aider par sa sœur. On a utilisé un mannequin de la taille et du poids du Lord anglais, c'était un grand gaillard, et en réalité Mohamed a eu toutes les peines du monde pour transporter le corps. Il y est arrivé avec les plus grandes difficultés. Pendant la reconstitution, Mohamed mettra en effet plus de 3 heures à emmener le corps depuis la villa jusqu'à la décharge. Un temps largement suffisant pour se faire repérer par les passants. Et le tout en plein jour. Il n'a pas pu agir seul pour porter ce corps. Matériellement, ce n'est pas possible. Donc là, il s'est fait aider. Il s'est fait aider par sa sœur. À la suite de cette reconstitution, Jamila et Mohamed sont incarcérés. Mais une énigme subsiste pour les enquêteurs. Quel est le rôle exact de Mohamed dans cet assassinat? Quel intérêt avait-il à assassiner le Lord? Pour faire avancer l'enquête, ils placent des micros dans le parloir de Jamila et surprennent à nouveau une conversation incroyable entre elle et sa sœur. Elles évoquent une mystérieuse somme d'argent que Jamila aurait versée à Mohamed. Mais Jamila, tu lui as donné l'argent? Les 150 000 euros cash, tu lui as donné? Faut pas le dire, faut pas le dire. Mais là, entre toi et moi en famille, tu lui as donné? Je lui ai donné. Je lui ai donné. Donc la question revient à plusieurs reprises. Mais tu lui as donné? Tu es sûr que tu as... Oui, je lui ai donné. Donc 150 000 euros. Pourquoi donner 150 000 euros à Mohamed si ce n'est pour lui payer le geste homicide qu'il a eu envers son mari? On pourrait imaginer un renvoi d'ascenseur. Pendant 15 ans, je t'ai aidé, maintenant tu me donnes un coup de main. C'est elle qui a tout planifié. Elle lui a payé quand même 150 000 euros pour l'assassinat. Et bien sûr que c'est elle qui a tout manigancé. Elle allait tout perdre. Coup de théâtre. Les preuves sont accablantes. Jamila, qui jusqu'ici accusait son frère, apparaît en vérité comme la commanditaire de l'assassinat de son mari. Une veuve machiavélique qui a signé un pacte morbide avec son frère, un contrat de 150 000 euros pour tuer son époux. Ces 150 000 euros ont été versés à Mohamed, l'argent a été versé.
En enquêtant, les policiers découvrent un document d'une importance capitale, le testament de Lord Shaftesbury. L'été où ils sont séparés, elle est allée seule à Londres pour rencontrer le notaire de mon frère, pour savoir ce qu'elle aurait droit en cas de décès. Il lui avait légué un immense domaine en Irlande avec un des plus grands lacs d'Europe, qui valait, je ne sais plus, 400 millions de livres, ou je ne sais plus, enfin, une grosse somme. Si elle ne divorçait pas, et que lui mourait alors qu'ils s'étaient toujours mariés, puisque séparés mais non divorcés, elle héritait de tout ça. Jamila n'avait absolument aucun intérêt à ce que le divorce soit prononcé, parce que sinon, elle perdait beaucoup d'argent. La seule solution pour elle était l'élimination physique du lord anglais. C'est donc ce testament d'une valeur énorme qui aurait poussé Jamila à assassiner le lord avant leur divorce. Un divorce qui pourtant ne l'aurait pas laissé démuni. Même en cas de divorce, le comte se serait comporté en gentleman et lui aurait offert un certain nombre de compensations intéressantes, mais manifestement, ça ne lui suffisait pas. Parce que sa seule motivation de vie, c'est l'argent et c'est l'apparence. On pourrait la ranger dans une catégorie qui est celle des mentes religieuses. Hein? Quelque chose comme ça. C'est-à-dire exploiter le mal, lui tirer sa substance séminale et vitale, et après il passe au tombeau. Il n'a plus qu'à passer au tombeau quand on ne peut plus rien tirer de lui. En mai 2007, plus de 3 ans et demi après la mort du Lord, le procès des enfants Mbarek s'ouvre à Nice. La presse se passionne pour ce procès exceptionnel, qui confronte à la barre les destins brisés des enfants Mbarek avec toute la noblesse anglaise. Côte à côte sont le frère et la sœur, face à leur pacte sanguinaire, à leurs gestes morbides. Tous deux seront jugés pour complicité d'assassinat, meurtre avec préméditation. Au centre des débats trône l'étonnante Jamila, étrangement agitée. Jamila a eu un comportement particulièrement déplacé par rapport à sa situation. Elle était très poseuse, elle était très ironique, très narquoise, ça ne lui a pas servi du tout. Pendant toute la durée du procès, Jamila clame son innocence. Elle le répétera sans cesse, elle n'est qu'un témoin dans cette affaire. Les 150 000 € versés à Mohamed n'ont rien à voir avec le meurtre de son mari. Pour son avocat, c'est même Jamila qui aurait permis de résoudre l'affaire. Faut quand même pas lui enlever, ne serait-ce qu'un mérite. Si jamais elle n'a pas ce remords, si jamais elle tape pas à la porte en disant « j'ai des choses à vous dire », aujourd'hui, si Jamila n'avait pas parlé, le crime était parfait. Les jurés pourtant ne l'entendront pas de cette oreille. À l'issue du procès, le verdict est lourd pour les enfants Mbarek. Mohamed écope de 25 ans de réclusion criminelle. Jamila, elle, prend 20 ans. Pour la justice de France, c'est elle qui a fait venir le lord au domicile conjugal afin que son frère le tue. Donc, elle a prémédité avec son frère cet homicide, donc c'est un assassinat. Aujourd'hui, sachez qu'elle maintient sa position. J'ai beau lui expliquer qu'au sens de la loi, elle est condamnée de manière définitive, vous pensez bien qu'elle continue de clamer son innocence, elle continue de dire qu'elle a été un témoin d'une bagarre d'ivrogne, d'une tragédie, qu'elle a perdu son mari, qu'elle a perdu quelque part son frère pour 25 ans, et qu'elle s'est perdue elle-même pour 20 ans. Jamila n'a pas changé de version aujourd'hui. Pour la famille du Lord, le verdict est un soulagement. Sa sœur, son fils et sa deuxième femme peuvent enfin entamer leur deuil. Je n'avais aucune exigence sur le nombre d'années de prison, la punition, sauf que je voulais que ça soit reconnu, l'assassinat avec préméditation, et qu'il soit condamné pour ça, par respect pour la mémoire de mon frère. C'est tout ce que je voulais. Je n'exigeais rien d'autre. Et Dieu merci que depuis longtemps la peine de mort a été abolie. Dieu merci.
Il y a de ces unions fatales qui brisent des destinées, des pactes fantoches d'amour qui laissent derrière eux les débris de vies brisées. L'illusion n'aura duré qu'un temps. Les portes du carrosse se sont refermées. Cendrillon n'ira plus jamais danser avec son lord anglais.